Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, dans ce séminaire Migration et lutte sociale. Pour rappel, MLS est un collectif de militants, de chercheurs militants avec et sans papier qui vise notamment à connecter ou à reconnecter les sphères militantes et les sphères académiques autour des mobilisations de migrants sans papier et réfugiés dans leur combat qui les oppose à l'État pour l'obtention d'un statut légal en Belgique. Et une des particularités à notre sens de la démarche de MLS est de considérer les migrants ou les migrantes, les immigrés ou les sans-papiers, les réfugiés, comme des acteurs sociaux, comme des sujets politiques, des sujets détenteurs de droits, plutôt que comme des objets de recherche, comme des objets sociologiques, comme ils peuvent être souvent représentés dans la littérature scientifique qui traite des migrations. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit ce cycle de séminaires Migration et lutte sociale 2015-2016, au cours duquel on a voulu rencontrer d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, qui partageaient, de par leur thématique de recherche, de par leur démarche, de par leur réflexion, ce souci du contact avec le terrain et de l'attention à la subjectivité des migrants. Et c'est ainsi qu'on a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jacinthe Mazzochetti. Jacinthe Mazzochetti est anthropologue, professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, au laboratoire d'anthropologie prospective. Jacinthe est notamment auteur de Migration subsaharienne et conditions noires en Belgique à la croisée des regards, qui est publié en 2014 et qui entend revenir sur une série de débats relatifs aux migrations subsahariennes et à la condition noire en Belgique. Plus récemment, Jacinthe a également copublié un ouvrage collectif Humanité réticulaire, nouvelles technologies, altérité et pratiques ethnographiques en contexte globalisé, paru en 2015 et qui propose, je cite, une réflexion épistémologique élaborée à partir d'enquêtes de terrain minutieuses sur les effets de la globalisation, des technologies et des images sur l'humain et sur le rapport à l'altérité au cœur du projet anthropologique. Alors aujourd'hui, Jacinthe nous présentera les résultats d'une de ses études ethnographiques menées sur l'île de Malte, auprès de demandeurs d'asile, de réfugiés ou de rejetés, pour reprendre les termes de ton papier, dans leur trajectoire personnelle. Alors sans vouloir trop prendre de l'avance sur ta présentation, un des aspects du papier que tu nous as donné à lire et qui a été pour moi un véritable plaisir, et puis je sais que ce n'est pas exactement ce papier-là que tu vas présenter, mais c'est notamment la pluralité des matériaux que tu utilises, sur lesquels tu te bases pour faire ton étude. Alors évidemment, il y a l'observation participante, propre à la démarche anthropologique, mais que tu articules avec des récits de vie, des discours subjectifs de migrants, des coupures de presse, etc. Alors tu précises effectivement que ces matériaux n'ont pas tous le même statut épistémologique, mais tu les articules afin d'offrir au lecteur une complémentarité cohérente qui permet, dis-tu, une entrée sensible dans une question complexe. Et cette question complexe, c'est évidemment celle des parcours migratoires de ces migrants sans cesse freinés tantôt physiquement, mais également symboliquement, par une pléthore de dispositifs de restriction de ce qu'on peut nommer le régime des frontières. Alors au nom de Migration et lutte sociale, Jacinthe, je te remercie chaleureusement d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme notre invitation et te dire encore une fois que nous sommes ravis de t'accueillir parmi nous et d'enfin te rencontrer physiquement. Alors pour discuter le papier de Jacinthe Mazzochetti et lancer la discussion avec la salle, nous recevons non sans moins de plaisir Martin Van der Elst. Donc Martin, tu es notamment philosophe, également anthropologue de formation. Tu es également un militant ou un compagnon de route de ce que Johanna Siméon nommait la cause des sans-papiers, la cause des sans-papiers en Belgique en l'occurrence, et ce depuis, me semble-t-il, l'occupation de l'église Saint-Boniface à Ixelles en 2006. Tu as été également un membre cofondateur du comité d'action et de soutien aux sans-papiers de l'ULB, au sein duquel nous nous sommes rencontrés, et parmi nous d'autres membres également de MLS, qui était un collectif de soutien constitué à la suite du grand mouvement d'occupation de 2008-2009 par des personnes de sans-papiers d'une série d'institutions universitaires en Belgique, l'ULB, Saint-Louis, l'UCL, etc. Non seulement, Martin, tu as été un des moteurs politiques de ce collectif, qui n'existe plus aujourd'hui, mais également une des chevilles ouvrières du comité de soutien aux inculpés de ce collectif, que tu as soutenu depuis les premières arrestations jusqu'à l'acquittement définitif en janvier 2014. Et nous sommes très heureux, Martin, que tu aies accepté de te prêter au jeu de la discussion du papier de Jacinthe et que tu nous fasses part de tes réflexions théoriques et militantes autour des questions soulevées par son papier. Au nom de MLS, Martin, un tout grand merci et sois le bienvenu également. Alors avant de céder la parole aux intervenants, il est de coutume dans ces séminaires de rappeler un petit peu le contexte sociopolitique autour des questions migratoires dans lequel s'insère ce séminaire. Alors il y aurait beaucoup à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois autour de ces questions-là en Belgique et en Europe. Alors j'aurais dû vous parler du démantèlement militarisé de la jungle à Calais il y a quelques semaines. J'aurais pu également vous parler de la fermeture de la frontière franco-belge
à la suite du dit démantèlement. Je vous renvoie pour cela à la carte blanche co-signée par une série de membres de MLS et que j'ai distribuée, il y a encore des copies ici sur le côté. Alors j'aurais dû également vous parler de l'immonde marchandage de l'Union européenne et de la Turquie qui, pour le renvoi, organisait de centaines de migrants, et j'aurais pu tout autant m'étaler sur les sorties de Bart de Wever et sur son désormais souhait, je cite, d'évoluer vers une Europe dans laquelle l'asile ne serait plus possible. Et pourtant, malgré cette actualité bouillante, malgré cette actualité dramatique, catastrophique pourrait-on dire, pour les droits des migrants, mais pour les droits humains en général, je suis ici forcé d'aborder une autre actualité qui a complètement chamboulé la mobilisation des sans-papiers à Bruxelles cette dernière semaine. Et je veux parler ici de l'arrestation de Ahmed Karimi, qui est porte-parole du bien connu collectif des Afghans, mais également de l'arrestation de Aliou Diallo, membre de la coordination des sans-papiers, qui ont été arrêtés tous les deux ces dernières semaines et mis en centre fermé. Alors évidemment, toute arrestation, tout enfermement de migrants, quel qu'il soit, et qu'importe les raisons, doit être dénoncé, et nous le faisons. Mais l'arrestation de Ahmed et de Aliou est d'autant plus scandaleuse qu'elle semble avoir été préméditée par les autorités politiques en vue de littéralement couper la tête du mouvement sans-papiers bruxellois qui s'organise depuis plusieurs mois au travers notamment des actions de la coordination des sans-papiers. En témoignent peut-être les méthodes d'arrestation. Je me permets de revenir rapidement sur ces méthodes. Alors nous connaissions le contrôle au faciès, les rafles sur les marchés, sur les lieux de travail, dans les transports en commun ou dans les écoles. Nous apprenons maintenant que la police n'hésite pas à débarquer sur les lieux mêmes d'occupation des migrants, sur leurs lieux d'expression politique, sur leurs lieux de visibilisation. Et je renvoie ici à l'article de Grégory Mosé, membre de Migration et Sociale, que j'ai également distribué, dans lequel il décrit que pas moins de 9 policiers armés de mitraillettes sont venus littéralement cueillir Ahmed sur son lieu d'occupation, l'occupation des Afghans à Etterbeek. Alors lundi dernier se tenait une manifestation devant l'Office des étrangers pour exiger la libération des 2 camarades enfermés, sans succès jusqu'à présent, à tel point qu'une seconde manifestation est organisée en ce moment même devant l'Office des étrangers. Ce qui explique que d'ailleurs certains membres du mouvement des sans-papiers ne sont pas présents ici, mais sont présents en ce moment même devant l'Office des étrangers. On avait reçu une promesse de Freddy Rosemont, qui est le directeur de l'Office des étrangers, que rien ne changerait jusqu'à ce qu'il reçoive une délégation du mouvement sans-papiers. Et il avait promis qu'aucune expulsion n'aurait lieu. Et il ne faut jamais faire confiance à l'Office des étrangers, parce qu'on a appris avec un certain effroi que Ahmed avait été expulsé hier matin vers l'Afghanistan. Toute l'équipe de Migration et Sociale réaffirme son soutien indéfectible aux actions de la coordination des sans-papiers et aux collectifs qui la composent. L'arrestation d'Ahmed et d'Aliou, c'est aussi notre arrestation. Les droits des migrants, ce sont aussi nos droits. Liberté pour Ahmed, pour Aliou et pour tous les autres. Et à l'heure de commencer ce séminaire, nous pensons très fort à Ahmed et Aliou, où qu'ils soient. Papier pour tous, égalité pour tous et dignité pour tous. Avant de commencer, je remercie évidemment le RIS et le Crespo qui nous hébergent dans le cadre de séminaire. Et puis, je ne peux que remercier Sans Papier TV qui nous suit maintenant depuis 5 séminaires et qui fait un excellent travail de captation qui nous permet après de pouvoir diffuser le contenu de ces séminaires. Encore merci à tous et à tous d'être là. Et Jacinthe, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, Yuri. Bon, c'est pas facile de prendre la parole après ce que tu viens d'énoncer, mais en même temps, c'est vrai que le terrain dont je vais vous parler maintenant donne à penser aussi toute une série de choses en lien. J'enquête donc à Malte depuis 2012, dans une approche au départ qui était relativement holistique. C'est un petit pays, donc j'avais envie de comprendre ce qui se jouait là à différents niveaux, et puis un resserrement progressif autour de la réalité quotidienne des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement encore de ceux qui n'obtiennent pas de statut du côté du droit d'asile. Alors au niveau du contexte, tout d'abord, donc c'est un petit pays qui est situé en Méditerranée. Ce sont des îles, c'est un archipel, 80 km de la Sicile, 333 km de la Libye et une surface de 316 km². C'est vraiment un tout petit pays. 3 îles, Malte, Gozo, Comino et puis des petits îlots inhabités. 450 000 habitants. C'est une ancienne colonie anglaise qui est devenue indépendante en 1964, une république en 1974 et qui est entrée dans l'Union européenne en 2004. Donc c'est une entrée dans l'Union européenne relativement récente. Et cette entrée dans l'Union européenne a, par rapport aux questions de migration et d'asile, a eu une incidence importante évidemment pour le pays, puisque c'est pas qu'il n'y avait pas de migration avant, mais il ne devait pas gérer ces migrations et notamment il ne devait pas entrer en matière sur les questions de droit d'asile. Alors depuis 2004,
comme leurs voisins italiens, grecs, etc., ils sont devenus un pays gendarme de l'Union européenne face à des arrivées importantes et dangereuses qui sont évidemment interrelayées à la politique des frontières de l'Union européenne et au fait évidemment que les pays de l'ancienne Europe, de la vieille Europe, ont des frontières beaucoup moins étanches que ces pays de la Méditerranée. Alors au niveau des migrations, on observe aussi pour ce pays le passage d'un pays d'émigration, en particulier après la guerre 40-45 en direction du Canada, de l'Australie, des États-Unis surtout, à un pays d'immigration avec deux axes évidemment, des migrations qui sont donc légales, intra-européennes en grande partie, mais aussi dans le cadre d'accords intergouvernementaux, par exemple avec les Philippines. Donc on a des dames des Philippines qui viennent notamment prendre soin des personnes âgées à Malte dans le cadre d'accords intergouvernementaux. Et puis des migrations qui sont dites illégales, qui résultent de l'arrivée sur le sol maltais de personnes par bateau en provenance de la Libye, des arrivées sur le sol maltais principalement suite à des interceptions en mer ou des naufrages, puisque la grande majorité des personnes se destinaient en fait à l'Italie et se retrouvent à Malte suite à ce qui s'est joué dans la traversée, mais c'était rarement le projet initial. Et c'est le cas de la toute grande majorité des ressortissants du continent africain à Malte. Donc plus de 90% en fait des ressortissants africains sont arrivés par voie maritime et donc sont considérés au moment de leur arrivée comme des illégaux. Alors ces arrivées par voie maritime, elles ont également pour effet que donc, si de très nombreuses personnes à Malte en provenance du continent africain ont des statuts précaires, en fait, il y a très peu, entre guillemets, de clandestins, comme on pourrait les nommer, puisque tout le monde est répertorié, en fait. On est enregistré au moment de l'arrivée par voie maritime. Alors, il y a évidemment des circulations secondaires, notamment entre l'Italie et Malte, mais il est très, très rare d'arriver à Malte pour la première fois sans passer par les services de police et l'Office des étrangers. Alors, ces arrivées par voie maritime, je le disais, elles placent d'emblée les migrants dans une catégorie considérée comme migration illégale, mais en même temps, la majorité d'entre eux déposent par la suite une demande d'asile. Je vais revenir là-dessus. Alors c'est un pays qui est à la fois un pays frontière et en même temps un pays prison, puisque les présences des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, et on a des présences maintenant depuis une vingtaine d'années parfois, continue à être pensée à la fois par les migrants, mais aussi par les autorités publiques, dans un provisoire qui pourtant s'éternise en lien avec des possibilités extrêmement restrictives d'obtention de droits. Donc on est là dans quelque chose qui fait frontière, qui est pensé dans le mouvement, dans le transit, mais en même temps, on est en quelque sorte emprisonné dans cet espace. Et c'est aussi par ailleurs le discours officiel du gouvernement maltais qui préférerait que son pays ne soit pas pris dans les logiques Dublin II, etc. Donc il préférerait pouvoir être dans d'autres types de circulation. Le fait est que pour beaucoup, ce pays frontière se transforme en un pays prison, puisqu'il y a très très peu de possibilités de quitter Malte légalement pour un autre pays européen ou de retourner évidemment en arrière vers l'Afrique. Mais en même temps, il y a très peu de s'y installer réellement, puisque les statuts sont extrêmement... très peu de possibilités de s'y installer réellement, puisque les statuts sont extrêmement précaires. Pour le contexte général. Alors maintenant, je vais mettre le focus sur deux points en particulier. Le premier, je vous ai annoncé une réflexion sur la question du racisme ordinaire, du racisme au quotidien. Et donc ça suppose que je vous en dise un peu plus de qu'est-ce que ça signifie dans le contexte maltais. Outre la question des statuts, qui sera mon deuxième point. À vrai dire, le quotidien des migrants subsahariens, et donc de peau noire, pour être explicite, est fortement marqué par un racisme prégnant et explicite. Alors, pour vous donner un peu une entrée en matière, je vais vous citer un extrait de... Je suis anthropologue, et donc on a des cahiers de terrain, on note dans nos cahiers à la fois ce qu'on voit, ce que les gens nous disent, mais aussi ce qu'on vit, entre guillemets, nos réflexions. Et je vais vous lire un petit extrait de mon cahier qui date de janvier 2013. Dans le bus bondé, une place se libère. Un homme assez âgé, noir, s'approche de la place, mais la dame assise à côté me fait de grands signes en me parlant en maltais. Elle insiste pour que je m'assoie.
L'homme baisse la tête et s'éloigne. La dame continue à insister et voyant que je ne comprends pas ce qu'elle dit, elle répète en anglais et à voix haute « Je vous ai choisi vous plutôt que lui », sur un ton à la fois complice et presque indigné. Elle me propose donc une place plutôt qu'à cet homme noir bien plus âgé que moi. Elle me fait explicitement passer devant lui et attend de moi que je la remercie. Plus tard dans la journée, le chauffeur d'un autre bus bondé me laisse à l'avant tout en criant sur quelques jeunes hommes noirs pour qu'ils se mettent à l'arrière. Ces derniers reculent tout en me regardant. Hier soir déjà, pour notre rendez-vous, Ali m'a expliqué avoir choisi le café Jubilé, car c'est un des seuls bars où, me dit-il, on ne regarde pas les noirs de travers, surtout s'ils sont avec des blancs. En sortant du bar, il me montre les regards explicites des personnes dans la rue. Alors, pour appuyer mes propos, j'ai pris aussi quelques exemples au travers d'articles de presse parus récemment dans le Times of Malta. Le premier date du 3 février 2016. Je vous dis le titre en anglais, puis je vais vous dire le contenu de l'article en français. Le titre en anglais est « Racism makes black US businessmen quit Malta ». Fueled by fear from long-standing stereotypes and a sense of superiority. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un businessman américain, noir, qui comptait investir à Malte, parce que sur toute une série de secteurs, c'est un pays plutôt prospère, et qui, au bout d'une année, décide de quitter le pays, et avant de quitter le pays, de prendre la parole dans la presse pour dénoncer en fait le vécu quotidien de racisme. Il dit engoncer à la fois de stéréotypes et de sentiments de supériorité de la population alentour. Et donc il raconte à la fois des attaques verbales, mais aussi parfois au-delà du verbal, et notamment le fait de ce vécu insupportable des gens qui lui disent en permanence de retourner en Afrique, alors que par ailleurs il est américain, et donc ça ne fait absolument pas sens pour lui, avec un vécu qui l'oblige à, par exemple, ne plus faire ses courses, etc., tellement il est atteint par ce qu'il vit là. Deuxième exemple, 28 février 2016, donc plus récent encore, Times of Malta toujours, titre « Migrants in Marsa suffer driven by attacks, pelted with glass bottles, eggs, etc. » Donc c'est quoi? Marsa, c'est le lieu où le plus grand centre ouvert donc d'accueil pour les migrants est situé. C'est aussi un endroit qui progressivement est investi par les populations en provenance d'Afrique. On commence à voir des petits bars, des petits restaurants, des petits magasins, etc., puisqu'il y a une ville là qui s'installe. Et il y a aussi un immense rond-point où en fait les personnes qui vivent dans le centre, mais pas seulement parce que c'est devenu un point de ralliement, sont là et se posent le matin en attente d'un travail journalier. Donc les gens passent avec les voitures, les camionnettes et on engage les gens à la journée. Et donc c'est étant sur ce rond-point que les personnes donc, migrantes, noires, subissent de plus en plus des attaques et donc des voitures qui s'arrêtent et qui jettent des bouteilles, des œufs, des extincteurs, etc., etc. Donc avec évidemment des interviews de personnes qui disent être de plus en plus dans la crainte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article va un peu plus loin et dit, voilà, c'est aussi un contexte plus global. Et ici, deux autres exemples. Un jeune Français de 21 ans, noir également, qui s'est fait attaquer dans un nightclub la semaine avant et qui a porté à plainte pour des questions donc, de violence raciste. Et qui rappelle aussi que l'été 2015, un ministre avait dû faire des excuses publiques à un étudiant hongrois noir après qu'il ait été victime également d'atteintes racistes et donc avec des atteintes physiques. Donc tout ça pour dire quoi? Que c'est un climat quotidien. Il faut vraiment, il y a quelque chose de perceptible au quotidien qui est d'autant plus pesant et visible que le pays est tout petit, extrêmement dense, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il n'y a pas beaucoup d'espace non plus pour se retrancher. Même si, comme je le disais, l'espace urbain commence aussi à se marquer d'une certaine visibilité, notamment au travers des shops, etc., etc. On a donc des pratiques de rejet ouvert, en rue, dans les bus, qui, moi, m'ont profondément bousculé lors de mes premiers séjours de recherche. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer à travailler à Malte, pour comprendre ce qui se jouait là, de manière spécifique, mais aussi ce que ça donnait à penser. Puisqu'on a donc des migrants qui se retrouvent là-bas enfermés de multiples manières, dans des centres, dans des statuts extrêmement précaires ou fragilisés par l'absence de statut, mais aussi dans le stigmate visible de la couleur de leur peau,
dans une île également qui est européenne, mais qui est extrêmement éloignée de l'espoir qui les portait lors de la traversée de la Méditerranée, même pour ceux qui finissent par obtenir un statut. Alors justement, du côté des statuts et des droits, ce qui sera donc mon deuxième point. Alors davantage que le statut de réfugié qui est en fait très rare, en termes statistiques on est à moins de 5%. Donc la plupart des personnes demandent l'asile, mais en termes de... Voilà, c'est un statut qui est très rarement octroyé. Les personnes reconnues via le droit d'asile obtiennent en réalité un statut de protection subsidiaire, qui lui est largement, je dirais, octroyé, puisqu'on a des taux avoisinant les 60%, en lien aussi avec un public spécifique qui vient notamment de Somalie, d'Érythrée, etc., et qui donc rentre dans ce cadre de la protection subsidiaire sans qu'il n'y ait trop de débat, entre guillemets. Donc la protection subsidiaire, je rappelle, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans le cadre pour être reconnu réfugié, donc on ne peut pas fournir la preuve soit d'une persécution spécifique à l'encontre de sa propre personne, mais on vient d'un pays où la situation est suffisamment déplorable, guerre, etc., pour que, sans qu'on puisse faire la preuve d'une atteinte spécifique, bien, il ne soit pas possible de vous renvoyer là-bas. Et donc le risque encouru fait que l'on vous garde, mais avec un statut amoindri, entre guillemets, je vais y revenir. Ce sont des protections qui sont également accordées aux personnes qui sont jugées particulièrement vulnérables. Et donc avec toute la question pour de très nombreuses personnes, leur demande d'asile, qui est une demande sans vouloir faire de distinction entre économique et politique, parce que pour moi, elles ne font aucun sens, mais qui est une demande politique en soi, donc d'être reconnu comme sujet politique par rapport à un vécu. Ces demandes-là aboutissent rarement. Par contre, le critère de vulnérabilité, de fragilité, de maladie, etc., donc du côté de l'humanitaire, permet d'obtenir des droits, mais ce faisant, il dénie aussi toute l'histoire complexe de la personne et tout son parcours et tout ce qu'elle voudrait faire reconnaître en tant que sujet politique. C'est un statut qui est également accordé à Malte aux mineurs non accompagnés jusqu'à leur majorité. Et donc pour eux, ça peut être plusieurs années. Pour les autres, c'est un statut qui est révisé tous les ans. Donc c'est un statut qui n'est pas un statut de long terme, c'est un statut de court terme, d'une année. Alors, les faces cachées de l'obtention de ce type de statut, en fait, sont nombreuses. C'est une protection qui accorde bien moins de droits que le statut de réfugié. Par exemple, on n'a pas droit à la réunification familiale. Et donc, on est dans cette situation à Malte est vraiment quelque chose qui prête à conséquence, puisque la majorité des personnes reconnues obtiennent ce type de statut, même dans la durée, 10 ans, 15 ans, avec la non-possibilité, même dans la durée, de faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs proches, etc., si ce n'est en faisant en sorte que leurs proches tentent la traversée avec les mêmes risques qu'ils ont eux-mêmes encourus. Alors l'espoir qui porte les personnes qui ont obtenu un statut de protection subsidiaire, c'est d'être relocalisées, évidemment. Notamment aux États-Unis, parce que les États-Unis ne pratiquent pas la distinction entre réfugiés et protection subsidiaire. Et donc s'ils arrivent aux États-Unis, entre guillemets, ils ont un vrai statut de long terme. Le fait est que les politiques de relocalisation, alors on en parle beaucoup en ce moment, vous savez qu'elles sont extrêmement restrictives également, et qu'il y a aussi toute une série de critères. Sur place, à la fois les migrants et les associations parlent de marché des réfugiés, donc qui font que soit en fonction des compétences que l'on a, soit en fonction des vulnérabilités que l'on a, on se retrouve choisi dans les logiques de relocalisation. Et par ailleurs, les réfugiés, avec le statut de réfugié, sont prioritaires. Donc au final, ça ne touche pas grand monde. On a donc des personnes qui sont coincées dans un espèce d'entre-deux. Ils sont à Malte, donc ils sont en Europe, légalement, mais sur une toute petite île, un tout petit pays, où peu de choses leur est permis. Alors, cette situation, elle est bien entendu encore beaucoup plus difficile pour ceux qui ne se voient octroyer aucun statut, qui sont donc illégaux, sans aucun droit ni protection, mais, et je cite le haut commissaire aux réfugiés,
que l'on garde malgré tout sur le territoire, car, dit-il, on ne peut tout de même pas les remettre à la mer. Donc vous voyez un petit peu le contexte de ce petit pays perdu au milieu de la Méditerranée, avec cette idée, bon, remettre à la mer, c'est la limite à ne pas franchir. Et pourquoi je dis c'est la limite à ne pas franchir? Parce que les conditions de vie de ces personnes, donc qui sont à la fois répertoriées, mais sans statut, sont extrêmement dramatiques. Alors, d'abord, le fait que l'on arrive par voie maritime, je vous le disais, on est d'emblée considéré comme illégaux, hors la loi, et ça justifie d'emblée un enfermement de 12 à 18 mois. Je vais y revenir. Donc c'est un peu la logique inversée de ce qui se joue chez nous. Hein. Au lieu d'aboutir au centre fermé, à Malte, on démarre par le centre fermé. C'est ce qui se joue d'emblée à l'arrivée pour tout le monde. Depuis 2010, il y a un nouveau statut à Malte, qui est un statut qui s'appelle Temporary Humanitarian Protection, qui est une protection en fait nationale qui est accordée sous certaines conditions aux rejected. C'est un statut d'une année qui est renouvelable si les conditions imposées sont respectées et si, entre-temps, une possibilité de retour n'a pas été trouvée. Donc on est toujours un peu dans ce même entre-deux. Alors les conditions imposées, d'abord c'est le nombre d'années de présence. Donc il faut d'abord avoir été dans le non-statut absolu pendant plusieurs années et avoir malgré tout, pouvoir malgré tout faire la preuve que l'on a mis en place toute une série de choses pour espérer postuler et obtenir ce type de statut. Et alors les critères, c'est des critères assez proches finalement de ce qu'on peut retrouver dans nos programmes d'intégration ici. La maîtrise d'une des deux langues nationales, donc le maltais ou l'anglais. Le fait d'avoir un contrat de travail, mais le contrat est du côté de l'employeur et non de l'employé. Donc on est dans quelque chose d'assez spécifique, là où c'est l'employeur qui tient l'employé. Et le fait d'avoir un logement en dehors des centres ouverts notamment. Donc de pouvoir... entre guillemets, déjà subvenir à ses besoins. Alors, c'est un statut qui, dans les milieux associatifs et dans les milieux de migrants, a fait beaucoup de débats, suscité énormément de débats, parce que ça met le doigt sur toute une série de choses assez interpellantes. La première chose, c'est qu'en réalité, c'est surtout une manière de réguler le travail en noir. Puisque pour postuler, il faut déjà être là depuis plusieurs années. Il faut déjà, entre guillemets, subvenir à ses besoins. Il faut déjà avoir négocié un contrat avec un employeur, etc. Donc en réalité, ça vient officialiser du travail qui était déjà en place dans la majorité des cas, mais qui est régulé, donc qui rentre dans le circuit. Donc du coup, ces personnes payent des taxes, mais elles ne sont pas en échange bénéficiaires de droits sociaux, que ce soit dans le présent ou dans le futur. Donc on ne cotise pas pour sa pension, par exemple. Et si on tombe malade ou si l'employeur met fin au contrat, on n'a droit à rien, en fait. Hein, donc le contrat permet d'avoir le statut. C'est dans ce sens-là que ça va. Alors, c'est donc ce statut, c'est aussi un moyen de contrôle extrêmement efficace, puisqu'il n'est renouvelé chaque année qu'à la condition pour le demandeur de continuer à remplir les critères. Donc la connaissance de la langue, le contrat de travail, mais aussi bien entendu le comportement irréprochable. Hein, il ne s'agit pas de faire trop de bruit. Et de nouveau, c'est un statut qui ne peut pas être transformé en un statut à durée plus longue et qui octroierait à long terme plus de droits. Il n'empêche, dans la balance, est mis d'un côté la lassitude d'être regardé, insulté en permanence, etc., qui est quand même extrêmement lourd, le fait de ne pas non plus pouvoir se projeter, les inquiétudes aussi par rapport à la vieillesse, puisque même si on est légalisé, on ne cotise en rien, donc on se dit, ben voilà, je vais avoir 70 ans, 80 ans, quand je vais m'arrêter de travailler, entre guillemets, qu'est-ce qui va m'arriver, puisque, à part l'épargne que je peux faire pour moi-même, mais cette épargne, elle est compliquée, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'argent, il est aussi destiné à ceux qui attendent et qui sont de l'autre côté, évidemment, des frontières, donc aucun droit social, aucun soin de santé, donc en cas de maladie, en cas d'accident de travail, etc., c'est quand même des choses assez... et puis, il y a aussi, je n'ai pas le temps de le développer, mais j'en dis deux mots, toutes les questions qui touchent au mariage et à la famille, évidemment, qui sont des éléments aussi qui rendent extrêmement difficile le fait de se projeter à Malte, puisqu'il y a très peu de possibilités. Et donc, le fait est que, dans la mise en balance, malgré voilà, le risque aussi de quitter, sans savoir ce qui nous attend, et le risque de tout perdre, d'après les estimations du HCR Malta,
des arrivées à Malte entre 2002 et 2014 par voie maritime, il resterait aujourd'hui uniquement 30% plus ou moins des personnes qui sont arrivées. Et donc les 70% qui ne sont plus là n'ont pas pu partir via des voies légalisées, et donc ils ont dû partir forcément autrement. Alors, avant de terminer ce point, je voudrais faire un détour ou un retour par l'arrivée à Malte et par la question de la détention. C'est vraiment une question assez interpellante et qui donne beaucoup à penser. Comme je disais tout à l'heure, quand on arrive par bateau, donc plus de 90% des subsahariens à Malte, on est d'emblée enfermé. Alors ce n'est pas n'importe quel enfermement. C'est un enfermement en centre fermé dans des conditions de vie extrêmement difficiles, dans un contexte qui est propice aux violences et aux abus. Et je peux d'autant plus me permettre de le dire que Amnesty a fait des rapports accablants, MSF a fait des rapports accablants, et même la Commission européenne des droits de l'homme a fait des rapports accablants sur les conditions de détention à Malte. Ce n'est vraiment pas de l'ordre du scoop, ni même de la prise de position. Alors, en principe, les autorités ont 12 mois pour déterminer si la personne a droit ou non à une protection. Si elle y a droit, elle sort de détention et elle passe en centre ouvert. Si le statut n'a pas été déterminé au bout de 12 mois, normalement, on est aussi obligé de faire passer cette personne en centre ouvert. Alors, il y a quelques années, il y avait toute une série de cas. Maintenant, le Haut Commissariat aux réfugiés a augmenté son équipe. Ils ont une certaine efficacité. C'est maintenant très, très rare, en fait, que les dossiers ne soient pas examinés dans les 12 mois. Donc, ils sont relativement efficaces. Par contre, au bout des 12 mois, mais même au bout de 2 mois ou même d'1 mois, s'il est estimé que la personne n'aura pas droit au statut de réfugié ni au statut de protection subsidiaire, elle reste alors enfermée 18 mois. Donc pendant cette période, se planifie soit un retour forcé, je disais c'est assez rare, soit un retour volontaire en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. Il y a aussi quelques centaines de cas. Mais ça reste finalement des solutions qui ne touchent pas grand monde. Alors du coup, moi ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est comment on peut justifier un enfermement de 18 mois pour une personne dont on sait au bout de 2 mois, par exemple, qu'elle n'obtiendra pas de statut, mais qu'il ne sera pas possible de l'expulser du territoire. Alors, il y a 2 arguments principaux que j'ai pu mettre à jour dans de nombreuses discussions, d'une part avec les autorités, et donc je vais dire ici les autorités. Je vais vous dire quel type d'autorité j'ai rencontré, mais je ne vais pas citer les gens, parce que ça c'est un peu compliqué. Donc j'ai rencontré des membres du ministère de l'Intérieur, de la police de l'immigration, du Haut Commissariat aux réfugiés, ainsi que des responsables de centres d'accueil ouverts. Les seules autorités auxquelles je n'ai pas accès, et même en type d'observation, les seuls lieux auxquels je n'ai pas accès, c'est les centres fermés. Donc j'ai fait plusieurs demandes, mais ça a toujours été refusé. C'est très très difficile d'aller voir exactement ce qui se passe là. Alors, le premier argument, c'est un argument, entre guillemets, arrivée illégale, donc on est hors la loi, donc on est enfermé. Et se surajoute à ça des discours du type sont des personnes qui souvent arrivent sans papier, donc sans papier dans le sens les papiers, ils n'ont rien dans les mains, rien à montrer, les papiers ont été cachés, brûlés, perdus, etc. etc. Alors on m'a dit aussi souvent hypothétiquement dangereux. Il y a la question des maladies qui revient aussi souvent. Pour les anthropologues, ça donne à penser toute la question de la souillure, etc. Mais je referme la parenthèse. Et toute cette idée de on doit pouvoir les identifier. Alors, ok, se surajoute à ça la question de la durée. Et donc ça, c'est très difficile d'en parler, évidemment. Et des conditions de détention. Et donc, quand on essaye d'en parler, ce qui ressort, et notamment certains responsables m'ont clairement dit qu'il est important de faire savoir à ces potentiels migrants, qui donc n'obtiendront pas de statut du côté de l'asile, leur faire savoir que la vie à Malte, je cite, n'est pas le paradis, et qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus dans un pays aux frontières étroites et aux ressources limitées. Et donc j'ai un des responsables de centre qui me dira également qu'améliorer les conditions de détention outre mesure, que ça devienne trop bien, et diminuer le temps d'enfermement, ça pourrait aussi provoquer, je cite, un appel d'air. Des discours qu'on connaît, hein, mais bon, voilà, n'empêche, ils sont enregistrés aussi sur mes enregistreurs. Voilà.
Parce que la plupart des officiels ont accepté étrangement que je les enregistre. Mais pas que je les cite nommément. Alors, deuxièmement, alors là, c'est pas dit tout à fait ouvertement. Donc c'est moi, à partir de toute une série de choses qui me sont dites, qui fait l'hypothèse, en fait, de la question du dressage. Des indices du type, j'ai par exemple un membre de l'équipe de direction d'un des centres ouverts qui me dit « Ils font du bon boulot en rétention. Quand les Africains en sortent, ils sont calmes et donc plus faciles à gérer. Ils ont appris à respecter les règles. » Je trouvais que c'était assez fort. Ali, un jeune Malien qui est dans un autre statut à Malte depuis plus de 15 ans maintenant, qui me racontait le temps de détention, ces fameux 18 longs mois d'enfermement, qui pour lui, c'est dans l'ensemble des choses qu'il a vécues, c'est le moment le plus difficile, parce que c'est aussi le moment de la confrontation extrêmement violente à la manière dont on est perçu. On est freiné dans sa route, on est renvoyé à quelque chose de l'ordre de l'infériorité aussi. Et donc il me raconte vraiment le corps héros de la traversée à celui qui baisse la tête et qui se soumet. Et par ailleurs, c'est aussi un moment que les personnes ont beaucoup de mal à raconter. C'est aussi un temps du silence. Et ça se raconte par bribes. Et c'est aussi beaucoup les corps qui parlent de la détention. Parce que il y a quelque chose d'une extrême violence qui se joue là, aussi parce que c'est une violence d'État, probablement. Et pour Ali, en tout cas, maintenant, je le connais maintenant depuis 4 ans, c'est toujours par petites touches, par petites bribes qu'il me raconte des choses. Mais clairement, quand il met en balance ce qu'il a fui au Mali, la remontée de la moitié de l'Afrique, les brimades et les violences subies en Libye, la traversée de la mer sur un bateau pneumatique, le naufrage, il met les deux en balance. Et dans ce qu'il me raconte, le moment de l'enfermement pèse plus lourd, ce qui est quand même assez interpellant. Un autre jeune homme qui me dit, lui, donc juste à sa sortie de détention, donc c'était il y a 1 an, il me dit, quand j'ai rentré ici, donc quand il est arrivé, j'ai appelé mon père, j'ai dit, je suis à Malte, mais je suis en prison. Parce qu'au Mali, je n'ai jamais vu prison. Quand j'ai rentré ici, ça m'a fait mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il insiste. La nuit, je ne dors pas parce que j'ai peur. Quand j'ai dit à mon père que je suis en prison, il m'a dit « Mais pourquoi on t'a mis en prison ?» J'ai dit « Je ne sais pas, je n'ai rien fait. » Et il continue, il dit « Parce qu'au Mali, si tu as volé ou si tu as tué, on peut te mettre en prison. Mais ici seulement on est arrivé en Europe. Moi-même, je ne sais pas. » Et il le répète à de nombreuses reprises. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » D'un jeune homme aussi qui m'a dit une phrase avec une erreur de français, mais qui n'en est pas une et qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit « J'ai perdu mon vie ». Et c'est une phrase qui me poursuit, de même que ce jeune homme, par ailleurs, dans ma tête. Dans son ouvrage « L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale », Fassin décrit notamment, je cite, « un noyau incompressible de pure désespérance du fait d'éprouver physiquement la nudité de la condition carcérale. » Alors j'en arrive à mon dernier point, celui de résistance, puisque c'est le thème ici de ce séminaire. Donc vous l'aurez compris, enfin je l'espère que j'ai été plus ou moins claire, qu'on a de nombreux éléments qui concourent en fait à Malte au maintien des migrants dans une situation d'incertitude, de dépendance, de précarité, de potentielle exploitation aussi. Je dis potentiel, mais en réalité c'est le cas dans de très très nombreux cas. Il y a la détention, il y a l'absence de statut, ou l'obtention de statut plus ou moins précaire, donc la protection subsidiaire, et plus précaire encore, la New Humanitarian Protection, qui participe donc du contrôle, du dressage. Ces statuts sont des statuts à rabais, et c'est important d'insister là-dessus parce qu'on est pour le moment, parmi toutes les horreurs que tu as énoncées en démarrant, il y a un point aussi qui est, au niveau du débat européen et belge en l'occurrence, extrêmement contemporain, c'est cette idée d'une extension des statuts à rabais et d'une diminution des statuts véritables. Ça veut dire que même si on est régularisé, on reste dans la liminalité. On est hors citoyenneté ou dans une sous-citoyenneté, mais qui est effective avec un statut qui vient le dire clairement. Donc on est dans l'incertitude, on est dans l'exploitation. Et à Malte, l'imaginaire de ce sous-statut est plutôt un imaginaire de pari de paix.
on les tient comme ça. Et ça marche en partie, puisqu'on se tait parce qu'on a peur de perdre le peu que l'on a, mais à long terme, clairement, ça ne peut mener qu'à plus de colère. Il y a aussi les générations à venir, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent sur place et qui naissent évidemment sans statut. Et donc, ça pose aussi la question de c'est quoi comme type de cohabitation, qu'est-ce que ça va donner à long terme. Et donc, on a des personnes qui sont illégalement mais officiellement sur un territoire, qui sont totalement dépendants de leur employeur, avec ces statuts-là, qui, même s'ils régularisent le contrat, en fait, gardent toutes les cartes, ils peuvent les mettre à la porte du jour au lendemain sans indemnisation, sans accès à la sécurité sociale, etc. Et donc, clairement, quand on a un boulot, on ne se la ramène pas trop, on accepte les horaires et les salaires sans broncher. Alors, il y a bien sûr des micro-solidarités entre migrants qui fait que même si on perd son boulot, on ne se retrouve pas forcément à la rue, les gens s'organisent, mais ça reste quand même difficile. Et ça rend aussi difficile le fait de s'organiser, parce qu'on est chacun tellement dans sa propre survie qui est semi-légalisée aussi pour une partie des personnes, que le collectif est difficile. Et donc, avec enfermement, exploitation, insulte dans les lieux publics, etc., on intériorise aussi l'importance de se faire discret, de pas trop... Et le haut-commissaire aux réfugiés, donc, il y a tout pouvoir dans l'acceptation ou non des demandes de New Humanitarian Protection. Je disais, c'est à discrétion, c'est sur dossier. Il m'a dit aussi très clairement que c'est une manière de faire comprendre à ces personnes les attitudes précises à avoir en échange du droit à rester. Et alors, je vous cite un autre extrait de mon carnet de terrain, et je suis presque au bout de ma présentation. Donc, c'est écrit c'est du brut, quoi. C'est écrit sur le vif. C'est à un moment donné, je sors de cet entretien avec le haut-commissaire aux réfugiés et j'écris « Le statut ici, lorsqu'il est à minima légalisé, est toujours considéré comme une faveur, une grâce, comme un privilège donné qui à tout moment peut être repris et non comme un droit quelconque. C'est un statut prêté, sous surveillance. En découle l'obligation de tout accepter sans broncher. Malgré un quotidien fait de regards désapprobateurs et d'insultes, pour ne parler que des rapports entre les gens et non des atteintes institutionnelles qui sont bien plus violentes encore, on n'ose pas parler, le risque est beaucoup trop grand. Parce que pour lutter, il faut y croire aussi. Il faut espérer être entendu. Il faut éventuellement des relais. Tous les freins combinés rendent la lutte extrêmement difficile. Donc, enfermement, dressage, incertitude, statut précaire, racisme quotidien, peu d'espoir de changement, collectif embryonnaire, peu de relais, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui font relais, qui occupent des places et qui au départ ont eu un parcours de migration. Il y a aussi la question des temporalités à Malte, Europe depuis 2004, les personnes sont arrivées depuis tellement longtemps, mais on sent qu'avec les gens qui sont là maintenant depuis 10, 15, voire 20 ans, il y a des choses qui commencent à changer parce que les gens en fait n'en peuvent plus et donc ça dépasse la peur à un moment donné. Quand l'incertitude dure trop longtemps, il y a quelque chose d'un dépassement de la peur. Alors je vais donc terminer par quelques espoirs en termes de changement en cours. On a donc un provisoire qui s'éternise et qui du coup provoque, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, avec le temps des changements. Et donc j'ai repéré 4 axes. D'abord au niveau des autorités. Alors pour la première fois, on a pour le moment, depuis 2015, à Malte, une équipe présidentielle qui commence à tenir tout doucement un autre type de discours et en tout cas qui a pris pour la première fois la peine de consulter les principaux intéressés et donc d'organiser des moments de rencontre dans les centres ouverts pour écouter un petit peu ce que les migrants ont à dire de leur propre situation. C'est la première fois que ça arrive. Et puis, je prends la presse de nouveau, le Times of Malta, 5 mars 2016, la présidente qui a tenu un discours, et le titre c'est « Racist needs to be educated. President urges society to speak up ». Donc les racistes doivent être éduqués. La présidente dit qu'il faut commencer à parler haut et fort. Alors, elle dit plusieurs choses. D'abord, elle dit que clairement, même au niveau donc, de la presse, des politiciens en général, c'est quelque chose de... Pour le moment, il y a énormément de travail, énormément de choses à faire parce qu'on n'est pas du tout dans ce type de discours. Au contraire, on est dans un racisme ouvert, même du côté du politique. Et quand on n'est pas dans un racisme, on est clairement dans un discours de peur, de perte. Le registre majoritaire, c'est le registre du conflit de civilisation. Alors j'avais aussi envie de vous en parler, puis je me suis dit, je ne peux pas tout faire, tout ça. Donc si jamais on peut en parler après, c'est le registre majoritaire qui est invoqué.
Et on a dernièrement un ministre qui a dit dans la presse on ne veut pas de la multiculturalité ici. Clairement, on n'est pas du tout dans... donc il y a la peur du mélange, il y a la peur de l'islam, il y a le fait aussi que les personnes en provenance d'Afrique sont perçues dans un registre d'infériorité, etc. Donc la peur aussi de la souillure, etc., etc. Mais ce qui était aussi intéressant dans le discours de la présidente, c'est que pourquoi elle dit qu'il faut changer maintenant ? Parce qu'elle dit qu'on risque de radicaliser les gens. Donc vous voyez aussi l'influence du contexte contemporain. Elle dit à force de mettre ces gens dans la colère, dans les atteintes racistes, parce qu'il y a de plus en plus aussi de plaintes, et pas de plaintes de personnes sans statut, mais de plaintes d'étudiants qui viennent étudier là-bas, mais qui sont noirs, comme je disais tout à l'heure, de visiteurs, etc. Et donc il y a quand même quelque chose aussi, un regard aussi international qui commence à dire mais qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à la condition noire. Et elle dit bon voilà, il y a quelque chose quand même qui risquerait de se retourner contre nous. Ça, c'est le premier point. Alors, au niveau des associations, il y a très très peu d'associations de migrants Afrique subsaharienne. Il y a notamment une association qui s'appelle le Migrants Network for Equality. Jusqu'à ce qu'il y a peu, c'était la seule association qui était reconnue en fait, avec des statuts. Mais, depuis 2015, il y a, je vous cite, The Third Country National Support Network in Malta. Donc c'est une association, un réseau plutôt, qui regroupe des associations de personnes, Third Country National, donc je ne sais plus comment on dit en français, les tiers machin là, comment on dit ? Oui, il y a un tiers, quelque chose. Pays tiers, voilà. Excusez-moi. Comme tous mes trucs sont en anglais. Ah, bonsoir. Alors, donc, qui rassemble, et ça, c'est la première fois, une association officielle de Libyens, de Philippins, d'Arabes, d'Indiens, de Russes, de Syriens, etc. Et cette seule association officielle de migrants subsahariens, dans l'idée de travailler justement sur les questions d'interculturalité et d'intégration. Alors, leur idée, c'est quoi ? D'abord de se dire, tiens, peut-être que si on se met ensemble, il peut se jouer quelque chose. Et de dire, en fait, il faut qu'on travaille sur les mentalités, les représentations sur l'immigration et l'interculturalité. Et avec cette idée de dire, c'est le premier combat à mener, parce que si ce combat-là n'est pas mené, les autres combats en termes de droits, de statut, etc., ne sont pas possibles. Puisqu'il y a d'abord quelque chose d'un point de départ où on ne veut pas de nous, on est un impensé. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Alors, au niveau des collectivités, mais via des mouvements donc non institutionnalisés, hier, quand j'étais en train de préparer ce que j'allais dire aujourd'hui, j'ai eu la belle surprise de voir que s'était déroulée hier, mercredi 16 mars 2016, une marche pacifique avec une centaine de migrants subsahariens à Malte, qui sont des personnes qui sont donc justement dans le statut dont je vous ai parlé, qui ont fait une manifestation pour demander une régulation du système de travail en fait, dans lequel ils sont pris. Donc les revendications étaient principalement autour de cette idée. On a régularisé le travail, mais ils se disent, et sur les panneaux il est mis, on est les esclaves de l'économie maltaise, donc on est régularisé, mais on paye des taxes, mais on n'a aucun droit, on n'est pas considéré comme citoyen, etc., etc., même si on est là depuis 10, 15 ans, et puis quel futur pour nous. Et, chose quand même assez exceptionnelle, ils ont fait un communiqué de presse, ce qui est extrêmement rare. D'une part, ça a permis que la presse reprenne évidemment ce qu'eux-mêmes avaient envie de dénoncer, mais c'est aussi quelque chose du côté de la visibilité. Et c'est vraiment quelque chose de rare. Il y a eu des tentatives il y a une dizaine d'années de manifestations avec une certaine visibilité, mais il y a eu tellement en fait de répression, aussi de réponses violentes du côté de la population, ça provoque encore plus de racisme au quotidien, etc., qu'ils s'étaient un peu dit, bon, voilà. Donc, je dirais, entre guillemets, affaire à suivre. Et alors, le quatrième point, c'est que, qu'on le veuille ou non, dans l'espace quotidien, en fait, dans l'espace urbain notamment, on voit progressivement apparaître des boutiques, des restaurants africains, etc. Les gens restent malgré tout, donc il faut bien qu'ils vivent, qu'ils s'organisent et qu'ils organisent un mieux vivre ensemble. Et donc l'espace commence à se marquer aussi de la présence, en plus évidemment, si vous observez un petit peu, vous voyez que la plupart des boulots de basse besogne, c'est aussi des personnes de couleur de peau noire qui occupent ce travail-là. Alors, c'est des signes donc, de progressive dynamique individuelle et collective qui s'organisent doucement
pour tenter de mener à bien des luttes, donc du côté à la fois des droits, mais aussi de la condition noire et de l'interculturalité, parce qu'à Malte, vraiment, la question de la condition noire est extrêmement prégnante, on ne peut pas faire en dehors de ça, même si on a un climat global qui reste assez sombre, avec toute une série de contrastes. Et c'est notamment pointé dans le document de presse que les migrants ont fait circuler, c'est le climat européen, pour le moment, joue aussi également contre eux, évidemment. Et donc le fait qu'il y ait de plus en plus, aussi pour le moment, d'atteintes racistes qui ne sont pas seulement du côté du verbal, mais on commence à acheter des trucs sur les gens, etc. Il y a des agressions violentes et tout ça. C'est aussi relié évidemment au climat pour le moment en Europe, qui est un climat de peur, de rejet. Donc les choses sont reliées. Mais à Malte, ça se joue dans une espèce de contraste entre une augmentation des violences racistes et en même temps des embryons de choses du côté plus du collectif, mais aussi de débats plus publics. Et donc, voilà, c'est un peu... on verra évidemment ce à quoi ça va mener. Voilà, merci. Alors, pour lancer la discussion... Parce que moi, j'ai évidemment plein de questions, mais en discutant, je proposais de poser une question un peu transversale à partir de ce que tu viens de dire là et de la lecture que j'ai pu faire du texte, et puis de directement ouvrir. Et s'il faut, j'ai des munitions pour alimenter, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. En fait, moi, j'étais parti, c'était très prégnant dans ton texte, mais ça allait aussi dans ton intervention, sur à partir de la thématique de l'articulation des luttes et de la recherche, sur la capacité de l'ethnographie à saisir la dimension infrapolitique. Et dans le cas de Malte, c'est très intéressant, tu l'as bien contextualisé, parce que ça permet de rendre visibles et plus sensibles des dynamiques qui, à partir du moment où les luttes ou les collectivités sont plus constituées, ont tendance un peu à être invisibilisées. Et ma question, elle tournait un peu autour de ça. Plus dans le texte, c'était plus sur la présence du corps. Que tu amènes ici dans la question des résistances, mais tu le déploies plus au niveau des statuts. Et moi, ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'en te lisant, je me dis, mais c'est évident que pour penser le racisme, il faut penser les technologies de pouvoir et de contrôle, que ça s'articule, et que ce qui est l'enjeu entre les deux, c'est évidemment la question des statuts. Qu'avec la vulnérabilisation, la précarisation, le travail sur le comportement sans cesse du statut, on saisit les retours et les transformations du racisme ordinaire. Et que c'est intéressant de les penser ensemble, parce qu'on les pense peu souvent. Et donc, ma question, c'était celle-là. C'était à partir de Malte, et c'est vraiment une question large, tu partiras de là pour dire un peu ce que tu penses. C'était comment est-ce qu'on fait de la comparaison de terrain. Et je me disais, voilà, comme on essaie quand même de penser un peu cette dimension européenne, qu'on essaie de penser un peu ces dimensions de résistance, je me dis, ce serait quand même intéressant d'avoir des cartographies à partir d'ethnographies, de se dire la présence du corps en résistance, en quoi elle est liée à des situations spécifiques de statut, de rapport entre centre et périphérie, et d'histoire de résistance. Et de dire, tiens, mais où sont les lieux dans lesquels, de manière temporaire, les stratégies sont plutôt des stratégies d'invisibilisation et dans lesquelles les centres fermés ont véritablement une fonction d'étouffer? Où sont les lieux et pour quelles raisons où la présence de la lutte des migrants, mais la présence du corps dans la lutte des migrants, devient plus intense, plus possible. Alors ça peut déboucher sur des questions de réflexion sur la possibilité de la grève de la faim, qui est paradoxalement une manière de faire corps, de rester là, de refuser de partir. Ça peut donner lieu à, tu en as beaucoup parlé, la possibilité d'être visible dans l'espace public, etc. Merci. Il y a vraiment deux éléments principaux dans ce que tu viens de dire. Il y a d'abord effectivement la dimension plus comment on enquête et le type d'enquête que l'on mène, le type de données auxquelles ça nous donne accès. Et dans le comment on enquête, il y a bien entendu l'ethnographie pour moi, mais il y a aussi, et ça rejoint peut-être des choses qui ont été dites en introduction, comment est-ce qu'on pense les choses en collaboration aussi avec les personnes qui sont elles-mêmes en lutte sur le terrain et qui donnent des clés de compréhension de ce qui est en train de se jouer. Alors, le fait
de tenter, ça c'est vraiment ce que j'essaye moi de faire, de tenter de coupler un regard vraiment du côté des contextes et des politiques, avec un regard extrêmement micro, du côté des histoires de vie, des parcours, et par ailleurs des parcours dans la durée, le fait de voir les gens, déjà qu'ils puissent se raconter à différents moments de leur histoire, mais aussi de les voir à différents moments de leur histoire, donc d'être inscrits, ça permet aussi, je crois, j'espère, quelque chose de ce que tu viens d'énoncer, donc d'être dans le double regard, à la fois regarder du côté du politique dans ses expressions plus classiques, et à l'intérieur de ces expressions plus classiques, néanmoins, les différences en termes de vécu, de statut, d'atteinte, il y a des moments où on est plus dans la lutte, des moments où on est moins dans la lutte pour des raisons qui sont à la fois des raisons de contexte, d'atteinte, et aussi des raisons qui sont des raisons interreliées à sa propre histoire, et de regarder aussi en parallèle du côté de l'infrapolitique, c'est-à-dire du moins visible, des petites choses, tenter de saisir comment s'articulent l'un et l'autre. Et par rapport au cas maltais, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est le fait que majoritairement, on est plutôt dans des micro-résistances du quotidien, plutôt des côtés de l'infrapolitique, des petites choses. Ben, ça donne à penser, évidemment, un contexte qui met du côté de l'invisibilité. Alors comment est-ce qu'on bascule du côté de la visibilité ? Qu'est-ce qui permet de basculer progressivement du côté de la visibilité ? Donc d'oser prendre, entre guillemets, ce risque-là, même si, et ça pour moi c'est important, l'infrapolitique c'est aussi du politique. Et donc c'est aussi du côté, du vivant dans le sens de Barkat qui est le vivant du côté du vivant politique. Donc c'est pas juste être maintenu en vie, être dans la survie, c'est rester un sujet politique jusqu'au bout. Et les grèves de la faim par exemple peuvent être interprétées à deux niveaux, parce qu'elles sont à la fois on est à la fois dans quelque chose d'assez classique, un registre assez classique du mouvement politique, mais c'est aussi au niveau plus individuel du côté de l'infrapolitique, puisque c'est la personne qui, en faisant le choix d'arrêter de manger, donc en mettant en péril sa propre vie, se réinscrit dans le sujet politique qui lui est en réalité dénié par le fait que tout ce qu'elle a mis en place pour obtenir des droits lui a été refusé. Donc c'est une dernière solution, mais qui clairement est un refus de n'être que du côté de l'humanitaire, en fait, que n'être que du côté de la souffrance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui se donne à voir. Mais ça suppose néanmoins qu'il puisse y avoir une écoute. Si vous faites pour le moment une grève de la faim au centre, par exemple, fermé, dans un centre fermé à Malte, je ne vois pas très bien ce à quoi ça pourrait mener en termes de résultats, ou même dans les centres ouverts, etc. Donc on est dans des doubles logiques en permanence, me semble-t-il. Il y a aussi toute la question de l'altérité qui est fortement prégnante à Malte. À partir du moment où, quand je vois l'autre, je le vois comme un moins que moi, etc., et où je me sens autorisée à l'insulter dans le magasin, etc., et je sais qu'il ne m'arrivera jamais rien. Et tout ça participe aussi d'un type de lutte et d'une invisibilisation aussi progressive. Si je réponds à cette personne qui m'insulte, ce que je risque, c'est d'être moi-même enfermée, entre guillemets. Donc il y a là tout un contexte qui est spécifique et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de similarités, évidemment, avec ce qui se retrouve en Belgique, mais il y a aussi toute une série de différences importantes en termes d'histoire, en termes de législation, en termes de relais aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a semblé extrêmement important dans un premier temps, je dirais ça.